l'expression est bien choisie, discours décalé par rapport à la gravité des événements. Au moment où Kati, qui est quand même une forteresse militaire, la plus organisée et la mieux équipée de la République du Mali, est attaquée et frappée tôt le matin, ce 25 avril. Je dis bien, les populations de Bamako avec lesquelles nous avons échangé, presque chacun a entendu cette détonation. Et chacun a eu peur. Des maisons ont dû trembler, comme s'il y avait un séisme. Donc, c'est dans ces conditions qu'est mort fort malheureusement le ministre de la Défense, qui reste quand même un être humain et quelqu'un qui était quand même apprécié de ses voisins de par le rôle social qu'il a joué. Et il était aussi populaire au sein de l'armée. Et maintenant, au-delà de cet aspect enjolivé, c'est quand même quelqu'un qui constituait quand même un danger pour Goïta, qui était considéré comme son adversaire parmi les 5. Le Mali, donc, tout a commencé le 25 avril dernier, une offensive inédite, l'attaque simultanée et coordonnée, comme l'on dit désormais, de plusieurs localités du pays, revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. Au moment où nous en parlons ici, on se demande de quels seront d'ailleurs les prochains développements de ces événements. Je me tourne vers vous, Ismaël Sakou. Situation toujours préoccupante dans le pays. Plusieurs chancelleries présentes à Bamako ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays dès que possible. Comment vous interprétez ces mesures d'alerte et est-ce qu'il faut en déduire que l'issue de la crise demeure tout à fait incertaine à l'heure où nous parlons? Je voulais d'abord profiter de ce plateau pour présenter toutes mes condoléances suite au décès tragique de l'ensemble des victimes civiles et militaires tombées au Mali pour la paix, on va dire depuis le début de cette crise qui ne date pas de 2026, mais aussi particulièrement pour ceux qui sont tombés ce 25 avril 2026, précisément à Kati, où nous avons fort malheureusement perdu le ministre de la Défense. Mais d'autres civils et d'autres militaires aussi ont péri. Donc c'est important de faire une pause à ce niveau-là. Et après, ces condoléances, après l'émotion, la raison doit pouvoir l'emporter. C'est pourquoi nous sommes là pour faire cette analyse critique, mais constructive et sans état d'âme. Oui, les chancelleries ont raison. Ils ont raison d'alerter les ressortissants qui sont au Mali aujourd'hui pour que ces derniers prennent toutes les dispositions nécessaires pour quitter une zone devenue une zone rouge, une zone tampon, une zone dangereuse. Ce qui s'est passé à Bamako est grave, a choqué le peuple malien qui ne s'y attendait pas. Un peuple malien resté résilient, qui a placé toute sa confiance à la junte militaire dirigée par le général Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, général 5 étoiles, et n'a pas compris que c'est... Vous voulez dire que tout le peuple malien a placé sa confiance en cette junte, c'est ce que vous voulez dire? Au début de la prise du pouvoir, il y a eu quand même, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on se rappelle de ce fameux 14 janvier. En 2020, donc. Oui, de 2020, oui, il y a eu une confiance à la junte. Il faut le dire, c'est une réalité, parce que la junte a d'abord commencé par un pouvoir civil dirigé par le président Bandaou, avant que ce dernier ne soit évincé par Goïta, qui s'est imposé en dictateur. Mais ça a surpris les Maliens, cette posture de Goïta, qui avait pris l'engagement devant le peuple malien et devant la communauté internationale, de respecter, n'est-ce pas, le retour à l'ordre constitutionnel normal, le délai imparti, convenu entre lui et la communauté régionale, la CEDEAO. Donc, c'est parce que ce délai n'a pas été respecté, c'est parce que la junte a pensé dribbler tout le monde que finalement la communauté internationale a décidé d'appliquer les textes. Et ces textes-là, cette application n'a pas plu à Goïta et à son équipe. Aujourd'hui, le peuple, il faut reconnaître, est dans une situation très grave, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique et social, où le tissu est effrité. Alors, dans une situation de ce genre, pendant que la junte prône des discours qui vont dans le sens d'une armée qui monte en puissance, une armée qui a reconquéri Kidal par la force, Kidal, cette ville malienne qui n'a jamais quitté le giron de l'État malien, depuis l'accord signé avec le gouvernement de Bamako,
Kidal qui s'est retrouvé violé de force par la junte parce qu'il fallait garder le pouvoir pendant que les groupes armés du Mali n'avaient pas pris les armes, pendant qu'ils étaient au CNT, certains membres du gouvernement, et qui travaillaient à l'applicabilité de cet accord. Un accord qui, effectivement, n'a pas fait l'unanimité. Un accord où le peuple malien, je me rappelle, lors du dialogue national inclusif de 2019, sous Boubou Cissé et le président Ibeka, les Maliens avaient demandé de réviser cet accord-là sur un certain nombre de points. Et je me rappelle que les groupes armés étaient d'accord. En 2021, c'est sous Choguel Kokala Maïga, Assimi Goïta, président de la transition, le peuple malien réitère cette demande de révisiter l'accord et de changer des éléments polémiques. De part et d'autre, il y a eu un accord. Exactement. Au lieu de cela, nous nous sommes rendus compte que la junte a préféré, par populisme et propagande, refuser de respecter cet engagement et a attaqué Kidal, a pris Kidal de force. Et alors aujourd'hui, on a vendu une posture, on va dire une stratégie autour d'une souveraineté dite retrouvée qui, à la date de 25 avril 2026, je suis au regret de constater que c'était de la poudre aux yeux, c'était de l'illusion. Alors revenons aux événements actuels, donc Ismaël Sako. Est-ce que les événements auxquels nous assistons aujourd'hui, depuis quelques jours, depuis le 25 avril, est-ce que selon vous, ces éléments étaient prévisibles? Si oui, quels étaient les signes avant-coureurs? Aucune surprise de ma part et de tout individu malien averti, même lambda, qui vit depuis l'intérieur du Mali. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Des signes avant-coureurs pour la simple raison que quand la justice est absente, est triée, est distribuée selon le profil où le plus offrant a plus raison. Quand le paysan se voit ses parcelles, sa terre, expropriée de force, mise à disposition des entreprises étrangères pour exploiter de l'or contre sa volonté, à partir de ce moment-là, les populations n'avaient plus de recours. Ils étaient obligés, ayant perdu des procès, pris et mis en prison, et qu'un certain nombre de leaders assassinés, y compris en prison, d'autres leaders emprisonnés pour leur opinion. Il faut comprendre que c'est dans les villages que, fort malheureusement, le GENIM a réussi à enrôler un certain nombre de jeunes qui, par vengeance, ont rejoint. Ces jeunes qui ne sont pas au sein du GENIM, par idéologie, que nous appelons des groupes des armées révolutionnaires, et non pas du GENIM, mais qui font corps, ont décidé d'attaquer l'État et de frapper l'État au cœur, là où il fait le plus mal. C'est l'État qui est visé très clairement, c'est ce que vous voulez dire. C'est l'État qui est visé par sa propre population parce que je ne suis pas là pour faire l'apologie du terrorisme, je ne suis pas membre du GENIM, mais je fais une analyse. Les faits sont têtus et ils sont factuels. Vous voulez dire qu'en l'absence d'une opposition classique, en l'absence de tout contre-pouvoir désormais, la nature ayant horreur du vide, c'est aujourd'hui ces groupes-là qui donc, je veux dire, engagent une action d'opposition contre un pouvoir d'État, contre le pouvoir d'État. Il n'y a pas que le GENIM que je prends. C'est-à-dire que vous m'avez posé la question si c'était prévisible. Oui, c'était prévisible parce que il y avait plusieurs signes. Vous n'avez pas été surpris quand il y a 1 an et demi, la gendarmerie de Bamako, au cœur de Bamako, au niveau de Faladje, est attaquée, où nous avons perdu fort malheureusement plus d'une 50aine de jeunes. Ismaël, ce que j'essaie de comprendre, pour qu'on comprenne très bien la structure de la crise en cours au Mali, est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, ce sont les groupes armés qui sont en train de s'atteler à une opposition que vous, en tant qu'acteur politique, vous n'étiez plus en mesure d'engager? Oui, parce qu'ils ont les armes. Nous, l'opposition politique, nous avons quand même décidé d'utiliser les moyens légaux, constitutionnels, pour braver la junte, pour faire l'éveil des consciences. Et fort malheureusement, face à la puissance de feu et des armes, face à l'autorité d'un État qui ne respecte pas sa propre constitution et ses propres lois, où il y a eu plusieurs personnes emprisonnées, la population, finalement, a préféré se taire. Et ce silence n'est pas le signe d'une adhésion, d'un soutien. Alors, vous avez de l'autre côté d'autres Maliens qui, par injustice, pour réparer
a décidé de prendre des armes. Cela dit, est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter ou pas? Il faut s'inquiéter. Sur le fait qu'aujourd'hui, la confrontation politique se déroule entre des groupes armés non étatiques et le pouvoir, disons, officiel, le pouvoir d'État. Oui, il y a l'opposition politique qui continue de jouer son rôle. La preuve en est, je suis sur ce plateau. Nous sommes aussi avec la population, nous avons une opposition clandestine qui travaille avec le peuple, où il y a plusieurs cellules dormantes qui agissent. Nous nous rencontrons à l'extérieur. Et nous avons d'autres exilés qui sont dans d'autres pays autres que la France. Et l'opposition qui se trouve ici à Paris, par plusieurs occasions, nous avons manifesté, nous avons organisé des meetings, des conférences pour donner de la voix. Mais de l'autre côté, sur le terrain, parce que c'est le terrain qui commande, et parce que le terrain commande, que le GENIM a décidé de prendre des armes. Vous ne parlez pas du FLA, hein, du FLA. Je parle du GENIM qui a affaibli l'État. Maintenant, quand l'accord n'est pas respecté et déchiré, parce qu'il faut garder le pouvoir, en allant massacrer des populations du nord du Mali, non pas seulement avec l'armée malienne, mais surtout en recrutant des mercenaires, payés à 7 milliards de francs CFA par mois, avec de l'argent, de l'or, et que ce soit ces mercenaires, au lieu de se battre peut-être aux côtés de l'armée, contre une attaque extérieure, des mercenaires russes, se battent russes, Wagner et Afrika Korps se sont battus et tués des Maliens payés avec l'argent du Mali. Ça, c'est grave. Nous appelons cela de la haute trahison. C'est par ce biais que Kidal, finalement, a été, entre guillemets, pris, parce que Kidal a toujours été dans le giron du Mali. Alors, il fallait donc s'attendre à la riposte du FLA. Le FLA a tenté, vous avez suivi le Tenzawaten 1, où toute une colonne de Wagner a été décimée avec une partie de l'armée malienne. Alors, le 25 avril 2026, pour ne pas réitérer l'échec de Afrika Korps et l'humiliation de Poutine, donc de la Grande Russie, par les séparatistes touaregs du FLA, qui ont fait corps avec le GENIM pour une de rares fois et ça marchait, les Russes ont préféré, sur la pointe des pieds, se retirer pour ne pas se faire mater. Alors, on a vu les images de ce retrait quand même. Voilà, déjà la prise de Kidal, je veux dire, elle est lourde de symboles pour le Front de libération de l'Azawad. Mais est-ce que, je veux dire, ce retrait négocié, nous a-t-on dit, hein, entre le FLA et puis les mercenaires russes, est-ce que cette séquence signe aujourd'hui la fin, ou c'est un peu, je sais pas, une étape en tout cas décisive de relations entre la junte malienne et son allié russe? Le temps nous le dira, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les Russes ont lâché la junte. La junte a fait des choix, qu'elle disait des choix stratégiques que le peuple malien, que la communauté internationale doit respecter. Des choix faits par le peuple malien, selon le chef de la junte malienne. Mais, encore une fois de plus, le peuple n'a jamais été consulté. Donc c'est une sorte de dictat. Et fort malheureusement, au moment où Kidal est pris, et Kidal est, entre guillemets, administré par un gouverneur avec la sécurisation faite par les Russes, Kidal tombe malheureusement entre les mains de ses propriétaires, fils du Mali, parce qu'ils sont fils du Mali. Ils ne sont pas en dehors du Mali, c'est des Maliens. Les Russes partent. J'ai vu quand Assimi Goïta... Est-ce qu'au moment où nous parlons, vous pensez, selon vos informations en tout cas, que le contingent de mercenaires russes au Mali se bat toujours aux côtés de l'armée malienne? Peut-être autour de Bamako, mais au niveau du nord et du centre, ils se sont complètement repliés. Et à Bamako, on vérifie autour de l'aéroport, les quelques-uns qui s'y trouvent, comment le travail se fera. Les semaines à venir qui seront les plus déterminantes vont le dire. Alors, mais... le chef de la junte, Assimi Goïta, a disparu pendant 3 jours, hein, depuis le début des événements le 25 avril. Il est réapparu donc le 28 avril. Comment vous avez... quelle est votre réflexion, je dirais, sur cette disparition temporaire de Assimi Goïta, qui s'est montré invisible et silencieux, et qui est revenu donc à prononcer un discours qui semblait plutôt décalé par rapport à la gravité des événements? Merci, l'expression est bien choisie. Discours décalé par rapport à la gravité des événements. Au moment où Kati, qui est quand même une forteresse militaire, la plus organisée et la mieux équipée de la République du Mali, est attaquée et frappée tôt le matin, ce 25 avril. Je dis bien, les populations de Bamako avec lesquelles nous avons échangé
presque chacun a entendu cette détonation. Et chacun a eu peur. Des maisons ont dû trembler, comme s'il y avait un séisme. Donc, c'est dans ces conditions qu'est mort fort malheureusement le ministre de la Défense, qui reste quand même un être humain et quelqu'un qui était quand même apprécié de ses voisins de par le rôle social qu'il a joué. Et il était aussi populaire au sein de l'armée. Et maintenant, au-delà de cet aspect enjolivé, c'est quand même quelqu'un qui constituait quand même un danger pour Goïta, qui était considéré comme son adversaire parmi les 5. Et nous savions que depuis 1 an et demi, le courant ne passe pas. Est-ce en réalité les terroristes qui ont éliminé Sadio Camara, tel qu'on le présente, le récit qu'on veut nous faire avaler? Est-ce qu'il y a eu une rivalité et ça a dégénéré et quelque part ils ont décidé de camoufler et de l'éliminer? Je pense que cette thèse-là, il faut aussi l'explorer et les semaines à venir, nous estimons et nous appelons, je profite de cette antenne pour dire que c'est bien que le génie mette au large, qui encaisse, qui endosse, mais les Maliens veulent comprendre et savoir la vérité. Donc c'est important que le procureur de la République se saisisse et ouvre une enquête, édifie les Maliens de comment le ministre de la Défense, qui est quand même la deuxième personnalité de la junte, aussi l'un des hommes les plus sécurisés, qui est quand même le garant de la présence de Wagner et des Russes au Mali, avec tous les équipements autour de lui, sa garde, et dans une sorte de forteresse, vient comme si le renseignement humain n'a pas fonctionné, comme si le renseignement militaire n'a pas fonctionné. Il est frappé, il disparaît, il meurt. Et entre-temps, Goïta est une cible, il prend la fuite. On n'a jamais vu dans l'histoire du Mali un président militaire 5 étoiles, en exercice, qui prend la fuite et qui est fugitif dans son propre pays et qui disparaît 3 jours sans donner des nouvelles, pendant que son compagnon de lutte, d'armes, est mort. D'où qu'il se trouvait. La dignité malienne et l'honneur du Malien, de nos ancêtres, ils devaient donner signe de vie à distance ou se rendre sur place. Et ça, c'est une faute grave de la part de Goïta. Et ensuite, le chef de renseignement, très fort soutien de Goïta, le général, a aussi pris une balle, aujourd'hui malade, vivant ou pas, la question n'est pas là. Comment se fait-il que les chefs, la chaîne de commandement, la hiérarchie la plus élevée, celle qui a vendu du leurre aux Africains pour dire que le Mali est l'une des puissances régionales, aujourd'hui se fait prendre comme on l'a vu. Et parallèlement, on perd Kidal, qui reste quand même le symbole fort de l'expression d'une souveraineté maquillée. Donc, pour toutes ces raisons, Goïta, par respect pour le peuple qui est resté résilient, qui l'a soutenu à un moment donné, même si de plus en plus, depuis 2 ans, il est lâché, et aujourd'hui, plus lâché aujourd'hui qu'hier, il devrait quand même songer à être aux côtés de cette population. Pire, il a lâché cette population et elle s'est retrouvée aux prises avec les terroristes. Donc, il y a eu de part et d'autre des dégâts collatéraux. Et le plus ahurissant dans cette histoire, c'est quand Goïta apparaît. Oui, il faut aller saluer la famille de Sadio Goïta, voir Sadio Camara, excusez-moi, merci de rectifier, Sadio Camara, et de se rendre auprès des blessés. Mais avant lui, le ministre de la Sécurité intérieure, qui est à Bamako, ne s'est pas rendu au chevet des blessés. Et le jour, ce samedi 25 avril, il n'a pas été présent au niveau des décombres et d'une maison qui a été complètement effondrée. Le chef d'état-major qui a reçu une balle ne pouvait pas être également là-bas non plus. L'État était absent pendant 3 jours. L'État était absent pendant 3 jours. Quand Goïta sort de tout ça, après avoir salué les familles et les blessés, il aurait dû, au palais, au lieu de recevoir les Russes, qui l'ont dit clairement, ça il faut le dire ici, qui les ont décidé de se retirer de Kidal pour ne pas enregistrer des pertes humaines telles que Tenzawaten. Ça, c'est un désaveu. C'est une stratégie éhontée. Donc, c'est un mauvais partenaire. Au lieu de rencontrer les Russes, Goïta aurait dû, la première des choses, c'est de convoquer le Conseil national de sécurité, d'échanger avec les hiérarchies militaires, immédiatement de prendre les sanctions. Pourquoi le renseignement n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, il aurait dû convier la notabilité de Bamako, la chefferie traditionnelle, confession religieuse, les jeunes et les femmes, se recueillir, science tenante, faire des bénédictions. Et on voit le peuple et son chef, entre guillemets, ensemble. Mais, en place et lieu, il a préféré, encore une fois de plus, se tourner vers son partenaire quand il dit qu'il est souverainiste et qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa propre sécurité et la sécurité de ses compagnons et ses frères d'armes. Et il n'a pas été capable de sécuriser le territoire qu'il a perdu.
et ensuite le peuple malien. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un Assimi Goïta aphone, un Assimi Goïta vide, et un Assimi Goïta qui apparaît comme un fantôme à la tête d'un État fragile qui n'existe que de nom. Merci Ismaël Sako. Le temps passe très vite. On va écouter les chroniqueurs, leurs commentaires et peut-être leurs questions aussi. Alfred? Oui, avant... Vous voudrez d'être bref les uns les autres. C'est ça, oui, avant de répondre, voilà, de donner mon avis. Je voudrais m'associer aux condoléances d'Ismaël Sako pour toutes les victimes de cette attaque foudroyante des coalisés JNIM et puis FLA, qui a entraîné beaucoup de victimes, beaucoup de morts. On n'a toujours pas de bilan d'ailleurs. Exactement. Et ce que j'observe effectivement, c'est que, pour filer une métaphore, je dirais à Bamako, à Kidal, à Sévaré, le 25 avril, il n'y a pas eu, c'était pas un jour de joie, c'était pas un jour de fête, c'était pas un jour de bonheur, c'était un jour de malheur. L'évanescence du président, la faillite de toutes les structures de sécurité et des renseignements, ça montre effectivement que malgré les rodomontades de Assimi Goïta, en fait, c'était une coquille vide, un fantôme. Et puis, on a entendu les Russes, en même temps, dire qu'il faut trouver une solution politique. Que l'affrontement militaire s'est terminé maintenant. Il faut que le Mali aille vers cette solution politique. Et là, on se rend compte effectivement que, et là, les rodomontades ont des limites, on se rend compte que si pendant plus de 10 ans, toutes les forces étrangères qui étaient au Mali avaient essayé de pacifier, mais en même temps de favoriser le rapprochement de tous les Maliens, qui avaient essayé d'appliquer l'accord d'Alger, et que malheureusement, Assimi Goïta et ses amis ont foulé aux pieds, on arrive justement à ce désastre qu'on vient de voir. C'est un président affaibli complètement. Et je ne sais pas comment il va se remettre de cette défaite cinglante, au fond, cette épreuve de force-là. Alors, quand on dit qu'on était... la surprise est venue parce qu'après, on est sorti de la réunion de haut cadre de Lomé, où on a entendu Abdoulaye Diop tenir un discours déjà qui était quand même assez modéré, qui indiquait peut-être un fléchissement ou peut-être qu'il sentait qu'il y avait quelque chose. Il y a un an, on avait vu aussi la même chose, comment Bamako était pratiquement tombé quand le FLA était arrivé aux portes de Bamako. Et le JNIM qui a donc aussi imposé un blocus. Un blocus. Et que donc aujourd'hui... Djihad économique. Exactement. Et la coalition d'aujourd'hui, d'ailleurs ce qu'ils disent, il dit qu'il a la maîtrise de la situation, que nenni, puisque ils vont bloquer encore Bamako, ce qui signifie que la situation est tout à fait volatile. On ne sait pas ce que ça va donner demain. Allez-y, Gratien. Oui, moi je vais intervenir sur le volet, je pense qu'on a parlé sur le volet politique, un peu, le volet un peu militaire, techniquement militaire. On dit que le président Assimi Goïta a disparu pendant 3 jours. En principe, c'est bien, c'est le commandant en chef de l'armée. Quand le ministre c'est le président autoproclamé aussi. Oui, mais il devient commandant en chef de l'armée. C'est le chef de l'État. Quand le ministre de la Défense est mort, le chef d'état-major blessé, le chef des renseignements blessé, le président, lui, il devenait de facto presque comme un chef d'état-major. Un chef d'état-major, ce qu'il devait faire, avant de faire des discours, il devait réorganiser l'armée, voir la situation. Les 3 jours pour moi... Ismaël, oui, les 3 jours pour moi, ce sont des jours, c'est normal. C'est très normal pour quelqu'un qui assume ce rôle. Il peut, en principe, partout dans tous les pays, quand ça arrive comme ça, un président surtout qui a été à l'armée, qui connaît bien l'armée, il y a au moins un temps pour réorganiser avant d'apparaître. Donc, pour moi, c'est une chose qui est normale. Deuxième chose, je veux dire, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'heure d'attaque. En principe, au niveau de l'armée, les attaques se font vers 2h, 3h du matin. Même les coups d'État se font vers 2h, 3h du matin. Ils ont attaqué à 6h du matin. Ils ont été très malins. Pourquoi? À 6h du matin, chez les militaires, c'est que les gens qui font la garde
il y a la levée du jour. Donc, les gens qui sont là pour surveiller se relèvent, baissent la garde. Ceux qui attendent et qui dorment se réveillent et discutent. Donc, il y a un temps, on se dit finalement, la nuit est passée, il n'y a pas d'attaque, on est sobre. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont attaqué, c'est vraiment la grande surprise. Deuxième chose, c'est que certains qui ont attaqué étaient en tenue militaire. Donc, ils ont créé la surprise, ils ont induit en erreur certains. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a un vrai problème de renseignement. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, tout protéger, tout Bamako avec l'armée. On protège en principe les villes avec le renseignement. Oui. On protège aussi la maison du ministre de la Défense quand même, de manière beaucoup plus, beaucoup plus efficace que ce qu'on a pu voir. Oui, en tout cas, c'était une surprise. Et on peut qualifier même ce samedi de samedi noir pour le Mali et le peuple malien. Parce que c'est vrai que depuis 2 ans, on sentait la situation évoluer. Bon, à côté du narratif officiel qui disait que bon, voilà, le FLA ou bien le GNIM n'occupe aucune parcelle du territoire national, oui, mais ils avaient imposé un blocus économique qui avait fait ses effets. Donc pendant qu'ils faisaient ce blocus économique, ils rôdaient une certaine machinerie et en plus, ils ont eu l'occasion de tester le renseignement pour savoir les faiblesses au niveau de ce renseignement. L'autre aspect de la chose, et je pense qu'il y a un point de rupture qui est là, parce qu'avec le décès de Sadio Camara, qui avait imposé la présence russe et d'Africa Corps au niveau du Mali, je pense qu'il y a une rupture qui est là. Et quand j'ai vu les Russes négocier pour se retrancher au niveau du camp 2, ça m'a fait, à Kidal, ça m'a fait penser à Bachar el-Assad, comment il a été lâché par les Russes. Ce qui démontre que les Russes ne sont pas des alliés fiables. Maintenant, il n'y a que 3 choses qui s'imposent pour que le Mali revienne ou bien pour que la situation... Alors, 3 choses rapidement. 3 choses rapidement. C'est une solution politique par rapport à ce problème. La deuxième chose, c'est qu'il faut... La solution politique, c'est la fin de la transition. Dites-le très clairement. Oui, il faut aller dans ce sens. Rétablir les partis politiques. Rétablir les partis politiques, rétablir l'ordre constitutionnel. Oui. Et ensuite, rétablir cet ordre constitutionnel, ça passe par des institutions solides, une justice sociale, un état de droit, un retour aux urnes qui serait le moins mauvais des solutions. Ça, c'est la première solution politique. Et ensuite la politique et... institutionnel. Et la troisième des choses, c'est un retour à la maison familiale, la CEDEAO. Parce qu'on a vu l'échec de l'AES, parce qu'aucun des alliés de l'AES n'a pipé mot. Exactement, tout est dit. Ismaël, on arrive à la fin de cet entretien. Dernière question quand même. Quelles peuvent être les initiatives justement des acteurs politiques comme vous, de la société et de la société civile, dans ce contexte précis? Voilà, il y a quand même aujourd'hui, un espace, un espace d'action qui s'ouvre avec cette crise. Comment pensez-vous l'occuper? Oui, je voudrais quand même rappeler ici que le Mali a signé avec le Burkina et le Niger ce qu'ils ont appelé, soi-disant, État le pacte des gourmands, les États du Sahel, l'AES. Leur alliance. Fort malheureusement, on a vu quand Bamako a été attaqué, qu'ils ont été absents sur toute la ligne. Exactement. Le renseignement n'a pas fonctionné, l'appui aérien n'y était pas. Alors qu'on se souvient, quand Ibrahim Traoré du Burkina Faso a connu le même problème il y a de cela 1 an, je me souviens que Goïta était intervenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut l'analyser autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne se reconnaissent plus en Goïta. Ils estiment que Goïta n'est pas le leader qu'il faut et que chez lui, il n'est pas capable de ramener la paix et la sécurité dans la région. C'est une façon de se débarrasser de Goïta. Donc l'AES a échoué par rapport à ses propres engagements quand on sait qu'ils ont mis en place à peu près 5 000 hommes qui n'ont pas été opérationnels. Donc c'était de la propagande. Sur le papier. Mais en réalité, monter en puissance jusqu'à 15 000 hommes. Voilà, mais sur le terrain, dans la réalité, de façon factuelle, on ne voit rien. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, pour revenir à votre question. S'il vous plaît. Je vais vous dire que les acteurs politiques travaillent. Aujourd'hui, le défi à relever, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle une sorte de guerre communautaire.
que la fracture déjà constatée, créée par la boulimie du pouvoir de Goïta, que cette fracture, qu'on puisse la contenir et qu'on puisse la refermer. La refermer déjà rien qu'au sud. Parce que depuis quelques jours, depuis samedi dernier, le 25 avril, nous avons des activistes maliens, influenceurs sur la toile, qui sont pris à partie où les familles vivant à l'extérieur, leurs familles sont une cible potentielle. Les gens appellent à la haine. Et ça, c'est pas bon. Ça déconstruit le tissu social. Nous avons effectivement aussi des Peuls, comme des Arabes ou des Touaregs, qui sont victimes d'amalgames, de faciès. Absolument. Ça, c'est dangereux. Donc notre rôle, c'est d'apaiser, c'est d'appeler à l'apaisement. Notre rôle, c'est de dire à la population malienne que pendant cette phase la plus cruciale de notre nation, nous devons accepter de nous regarder droit dans les yeux. Et parce que nous avons quand même un passé commun. Nous sommes un pays, on va dire, un peuple mosaïque. Et en cela, de nos anciens empires au royaume, nous avons toujours un certain nombre de valeurs, le respect de la vie humaine. Et dire la vérité au chef et de l'affronter ou de s'y opposer quand il ne respecte pas ses engagements. Assimi Goïta a échoué, il a eu 5 ans pour montrer ses limites. Il est temps aujourd'hui qu'en tant qu'acteur politique, que je lance un appel vibrant à cette société civile malienne, les forces vives de la nation malienne, mais aussi au FLA, qui constituent aussi des Maliens, ce sont des Maliens. parce que les différents forats ont demandé qu'on puisse parler. Et Goïta a négocié, a souvent parlé avec eux, a négocié, y compris avec le GENIM. C'est aussi Goïta qui a renforcé le GENIM. On se souvient de 330 milliards de francs CFA versés au GENIM via les Émiratis et les 2-3 milliards envoyés souvent au GENIM pour lever le blocus économique. Donc c'est Goïta qui a renforcé le GENIM financièrement. Et militairement, équipement, chaque fois que le GENIM a pris possession de certaines localités, ils sont venus, ils se sont plutôt ravitaillés, ils sont partis. Donc nous pensons que Goïta a échoué. Son retour, c'est le retour d'un fantôme. Son retour ne rassure pas. À la tête du Mali, ce sera davantage le chaos qui va se prononcer de façon, on va dire, métastasée. Alors, il faudrait que nous travaillions avec, y compris la partie saine de l'armée malienne, et l'ensemble de la classe politique, de la société civile, donc des forces vives, pour qu'on arrive à inverser le rapport de force et qu'on ait une transition civile, gage de stabilité et qu'on se réconcilie entre nous, mais aussi avec les pays de la région et qu'on aille vers nos partenaires traditionnels sur la base des intérêts des Maliens et du Mali et qu'on ne soit pas dans le communautarisme et qu'on ne pense pas à soi-même, qu'on mette le Mali au-dessus de tout. Et c'est la clé de succès, c'est la clé effectivement de la stabilité de la région. Merci Ismaël Sako. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le président du Parti social-démocrate africain, le PSDA, formation politique du Mali. Et votre agenda, évidemment, vous oblige à nous quitter. Tout à fait. C'est un plaisir de vous recevoir, en tout cas. J'en prie. C'était instructif, tout à fait éclairant. Et merci d'être venu une fois encore.